Oui, parce que c'est notre grand débat. Le gouvernement vous inspire-t-il confiance? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas franchement confiance, puisque vous êtes 98,1% à dire non sur Twitter. Avec nous, Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, auteur notamment de Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme, et Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, les deux publiés aux éditions du Cerf. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement bien, mon cher Jérôme. Vous remercie. entendez le score sur Twitter, 98,1% des auditeurs qui n'ont pas confiance dans ce gouvernement. Comment est-ce que vous expliquez ce score quasi nord-coréen? Alors, tout simplement parce qu'il n'y a eu aucun état de grâce après la réélection du président de la République. C'est un phénomène assez étrange. Une majorité des Français ont élu, et même une très grande majorité des Français, 58%, ont réélu Emmanuel Macron, mais une majorité des Français se sont dit déçus par le résultat de l'élection présidentielle. On sait très bien qu'il y a en France plusieurs oppositions, et notamment deux oppositions déterminées face à Emmanuel Macron, le Rassemblement national et la France insoumise, mais il se trouve que ces deux oppositions sont irréconciliables entre elles. On a donc un pouvoir qui est à la fois omnipotent et cependant très minoritaire. Et donc voilà, donc là on a effectivement un gouvernement de continuation. Je ne suis pas très surpris que cela déçoive beaucoup de vos auditeurs qui ont sans doute une sociologie et des opinions politiques particulières. Je viens de parler de continuation. Je crois qu'on peut parler davantage d'amplification, voire de radicalisation du macronisme. On va y revenir. Philippe Bilger. Jérôme Sainte-Marie, depuis la nomination d'Elisabeth Borne, est-ce que dans l'alternative que je vous propose, qui consiste à observer un dessein politique, une organisation intellectuelle, une volonté présidentielle clairement affirmée, ou pour une autre branche, quelque chose qui relève au fond presque d'un choix ludique. Le matin, on a un Premier ministre de droite, et puis l'après-midi, on a un Premier ministre de sensibilité de gauche. On a un gouvernement qui peut apparaître de briques et de broc, avec des personnalités. Est-ce que, à votre avis, c'est une sorte de futilité démocratique, de jeu d'activité ludique, ou bien est-ce que derrière, il y a un dessein très clair et très cohérent? Alors, je crois qu'on a l'impression de cette futilité ou de du caractère un peu velléitaire d'Emmanuel Macron en raison de ces oscillations entre des choix de personnalités de gauche ou de droite. Mais c'est une impression fausse. Il faut enfin, peut-être au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, même depuis qu'il s'est lancé dans la campagne présidentielle en 2016, il faut peut-être enfin prendre au sérieux le macronisme, prendre au sérieux son projet. Son projet a été la réunification de la gauche et de la droite. J'ai écrit dans 2 ouvrages déjà, dont Bloc contre Bloc, ce qui était assez un peu éloigné. Et donc vous avez effectivement un gouvernement qui est et de gauche et de droite. C'est la réunification de cette gauche et de cette droite qui ont voté oui à Maastricht, qui ont voté ensuite oui en 2005 et qui plus récemment ont accompagné tous les engagements européens, alors même par une forme de fédéralisme désormais au niveau européen. C'est une droite qui est une gauche qui partage énormément de choses, qui ont un dessein pour la société, c'est-à-dire un dessein d'ouverture au monde, on va dire ça positivement, ou on peut dire un dessein d'américanisation en définitive de la société française. Ce dessein est partagé par les élites de gauche et de droite. C'est une forme de réunification de la bourgeoisie. J'ai essayé de le décrire, mais c'est pas pour parler de mes bouquins, parce que ça a été perçu par des millions de Français, Français de gauche et de droite, qui se sont dressés à maintes reprises contre ce nouveau projet, cette classe sociale désormais entièrement unifiée au sommet de l'État. Désormais, elle a les mains libres. Ceux qui ont voté il y a quelques semaines pour Emmanuel Macron au second tour, certains l'ont fait en disant « Attention, il devra prendre en compte nos votes ». C'était le discours notamment de Mélenchon, qui a clairement soutenu Emmanuel Macron entre les 2 tours. Eh bien, on voit bien que ce n'est absolument pas vrai. Sous la Ve République, le président a tous les pouvoirs et Emmanuel Macron, désormais, son gouvernement formé aujourd'hui l'indique très clairement, va aller jusqu'au bout
de la logique de son projet. Guillaume Rivalan. Je continue votre phrase, oui, et tant mieux, puisque les urnes ont, ont sonné le glas du pouvoir de la démocratie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, sauf erreur de ma part, est arrivé en première position au premier tour, est arrivé largement en tête au second tour. Certes, il bénéficie d'une sorte de front républicain parce que l'alternative aujourd'hui est malheureusement incarnée par une extrême droite et une extrême gauche, mais il n'en demeure pas moins qu'il a un projet, il a une colonne vertébrale, il a démontré ce qu'il savait faire pendant 5 ans, et après, on est d'accord ou pas d'accord, on est avec ou contre lui, mais il a été élu. Voilà. Enfin, au bout d'un moment, il ne faut pas s'offusquer, si vous voulez, de la démocratie quand à 2 heures de vol, on voit ce qu'une autocratie génère comme conflit aussi. Il faut quand même pouvoir mesurer les choses. Juste une remarque. Je ne vois pas très bien le rapprochement avec l'Ukraine, mais enfin bon, sincèrement, je trouve ça un peu lunaire. Mais sur tout ce que vous avez dit précédemment, nous sommes entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait prendre au sérieux l'élection présidentielle. Eh bien, effectivement, la réélection d'Emmanuel Macron dans les cadres républicains lui donne une très forte légitimité. Et avoir voté Macron signifie avoir voté pour Macron. Nous sommes entièrement d'accord. Céline Pina. Oui, enfin une très forte légitimité quand on vous explique que vous êtes face au nazisme qui se réveille et que vous ne faites que finalement 58% des voix, c'est peu si vous êtes en face du nazisme. C'est beaucoup si vous êtes en face d'un parti qui certes représente une aventure mais qui n'a pas de caractéristiques fascisantes. Donc on a un vrai souci qui est quand même qu'en dramatisant à outrance la politique, avant on dramatisait à outrance sur une extrême droite qui était réellement agressive, et on a obtenu 82% en faveur de Jacques Chirac. Aujourd'hui, on tente d'expliquer qu'on est en face du nazisme et on n'obtient plus que 58%. C'est quand même angoissant et ça donne quand même l'idée d'une légitimité qui est faible. Pas d'une légalité. La légalité, elle est parfaite, il n'y a aucun souci. Monsieur Macron a bien été élu président de la République. Mais derrière, finalement, il a réalisé la critique que lui d'ailleurs adressait l'extrême droite, qui était de faire l'UMPS. En fait, LREM, c'est l'UMPS. Autrement dit, c'est culturellement et sociétalement à gauche, donc ouvert à tous les délires woke, y compris racialistes en partie, et de l'autre côté, une approche extrêmement libérale sur les questions économiques. Donc finalement, cette synthèse, c'est celle qui a eu lieu pendant 30 ans en France, que le pouvoir soit détenu par les socialistes ou qu'il soit détenu par les LR. Ça me paraît assez normal que finalement cette grande UMPS termine dans le macronisme. La vraie question, c'est qu'on voit bien que le pays, lui, ne s'y retrouve pas, que les inégalités ne cessent de monter, que la communication ne se fait plus entre le peuple et ses élites, et que ça, c'est réellement angoissant dans une période où les enjeux sont forts et où l'unité de la nation peut permettre de répondre à un certain nombre de conflits. Donc, qu'est-ce que nous promet un pouvoir qui aujourd'hui est complètement retranché sur, finalement on l'a vu avec le gouvernement, sur la proximité, sur les gens qui sont à proximité d'Emmanuel Macron, et qui ne dit rien au peuple, même si par ailleurs il poursuit un agenda caché. Jérôme Sainte-Marie. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre agenda caché. Emmanuel Macron fait exactement ce qu'il a déclaré depuis le début. Je cite très souvent son discours fondateur du 12 juillet 2016 à la Mutualité. Il est encore ministre de l'économie de François Hollande. C'est là où il se lance réellement à l'élection présidentielle. Il dit tout ce qu'il va faire. Il insiste sur le fait qu'il va mener une politique libérale au niveau économique, que pour cela, pour les changements sociétaux, il peut compter sur la constitution de la Ve République et les pouvoirs très importants que ça lui donne. Il appelle donc les gens de gauche et de droite, plus ou moins européens, libéraux et libertaires, à se réunir, ce qu'ils vont faire. Et enfin, il annonce une société ouverte, c'est-à-dire une société qui est très bien, comment dirais-je, une société à l'américaine, enfin, ou à Justin Trudeau, pour prendre un autre exemple nord-américain, celui du Canada. Donc vous avez effectivement, cela est annoncé. Il s'appuie là-dessus sur ce que j'appelle le bloc élitaire, et ça renvoie, je crois qu'il faut quand même accepter à un moment donné de prendre les choses au sérieux et de voir la structure de classe de la société française. Nous sommes dans un modèle qui est un modèle qui va même plus loin que cela. En sciences politiques, on nous parle de différents modèles de gouvernement.
Mais il y a également un modèle qui est enseigné, ça n'a rien de complotiste, qui est le modèle oligarchique. Eh bien, ce système oligarchique a été révélé de manière spectaculaire par l'entre-deux tours. Vous avez eu quand même les deux leaders des principaux syndicats de salariés français, la CFDT et la CGT, qui ont fait une tribune commune, je crois que c'était en JDD, appelant à soutenir un candidat, un président sortant, qui allait faire la retraite à 65 ans. C'est le secrétaire de la CGT qui signe cet appel. Vous avez toutes les autorités, c'est pour ça qu'on peut parler de modèle oligarchique, toutes les autorités économiques, syndicales, religieuses, philosophiques, etc., qui abondent dans le même sens. Peut-être, encore une fois, c'est pas à moi d'en décider, peut-être que si toutes ces élites, toutes ces autorités abondent dans le même sens, c'est que c'était le seul choix raisonnable. Ce n'est pas à moi de le dire, simplement, c'est à moi de le décrire. En tout cas, c'est bien ce qui s'est passé. Et vous avez vu que le Parti socialiste, les écologistes, les LR, et enfin, et peut-être surtout, la France insoumise, j'insiste là-dessus parce qu'il y a un certain vote populaire qui va vers Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon s'est engagé beaucoup plus fermement aux côtés d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours qu'il ne l'avait fait 5 ans avant. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans d'Emmanuel Macron, il a trouvé que c'était le bon moment pour le soutenir très activement. Alors maintenant, il pousse des cris d'orfraie. Mais évidemment, tout cela est une comédie. Oui, mais j'allais dire, on doit faire la pause. Là, on a tel temps, on va revenir tout de suite. Notre grand débat, le nouveau gouvernement vous inspire-t-il confiance? Vous êtes 98,2% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Guillaume Rivalan. Notre grand débat, le nouveau gouvernement vous inspire-t-il confiance? Vous êtes 98,1% à dire non. Avec nous, Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, auteur de Bloc Populaire, une subversion électorale inachevée, et Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme, les deux publiés aux éditions du Cerf. Philippe Bilger, vous voulez réagir si je ne m'abuse? Non, mais je vais le faire volontiers. Non, je vois bien que le souci de Jérôme Sainte-Marie, c'est de démontrer d'ailleurs de manière très brillante, qui est convaincante, qu'il n'y a pas derrière la politique d'Emmanuel Macron, aussi bien dans son premier quinquennat qu'ensuite, quelque chose qui relèverait d'une sorte d'esthétisme de la politique, mais qu'il y a un dessein très profond qui consisterait donc à dépasser la droite et la gauche pour aboutir à quelque chose, est-ce que je me trompe Jérôme, qui serait un petit peu de gauche sur le plan sociétal et très à droite sur le plan économique, mais sur le plan social, il situerait où alors? Jérôme Sainte-Marie. Vous savez, j'ai beaucoup de mal avec ces catégories de gauche et de droite, ayant par mon métier de sondeur travaillé avec les uns et les autres, ayant commencé ma carrière d'ailleurs de sondeur sous Michel Rocard à Matignon, puis ensuite sous Édith Cresson, toutes ces, comment dirais-je, ces dimensions-là m'ont toujours paru un peu lunaires. Et de les référer, et à vrai dire, au fil des années, j'ai eu le plaisir de voir ce scepticisme rejoint par beaucoup de Français. D'ailleurs, ceux qui ont tenté l'union des droites récemment ont pu se rendre compte que ça a résonné assez peu dans le pays. Je crois qu'il y a un projet qui est le projet quand même des élites. Alors là-dessus, il y a un laboratoire. Il y a un laboratoire qui s'appelle précisément Sciences Po Paris. Et vous avez dans les inspirations, comment dirais-je, de Emmanuel Macron, vous avez des exemples très lointains, comme le sociologue Michel Crozier, mais vous avez également des illustrations plus récentes, comme Richard Descoings à Sciences Po. Eh bien, ce gouvernement, pour moi, c'est un peu le gouvernement le gouvernement posthume de Richard Descoings. C'est-à-dire, effectivement, c'est une extrême américanisation des références, et c'est effectivement avec un jeu mal contrôlé, enfin pas mal contrôlé, très bien contrôlé sur les identités notamment. Et vous savez, c'est la dimension la plus américaine de ce nouveau gouvernement, c'est le choix du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Or, je viens d'écouter, parce que je prépare mes émissions, je viens d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui se réjouit de cette nomination au ministère de l'Éducation nationale. Donc vous voyez, les choses ne sont pas simples, ne sont pas lisibles en termes de gauche et de droite. On voit bien que c'est un modèle libéral-libertaire, post-national surtout. Et là-dessus, s'il y a un dessein
explicite, pas toujours bien entendu, mais enfin quand même, de Emmanuel Macron, c'est le dépassement de la souveraineté nationale. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre cela, Emmanuel Macron est très pédagogue, il va même jusqu'à remplacer le drapeau national sous l'Arc de Triomphe. Alors je ne sais pas ce qu'il faut pour que les gens comprennent. Céline Pina, qui n'a pas pu poser la fin de sa question, et notre ami Guillaume Rivalan également, et la réaction finale de Jérôme Sainte-Marie. Il nous reste à peine 4 minutes. Oui, c'est-à-dire que symboliquement, normalement, l'élection présidentielle ou les élections sont l'occasion de passer une forme de contrat de gouvernement. Et même si Emmanuel Macron a explicité sa politique et qu'on peut en trouver trace dans des discours, je trouve qu'il n'y a pas eu de campagne, ou en tout cas de lien tissé avec les Français, qui ait pu symboliser cet accord, j'allais dire ce lien de gouvernement. Et cela explique à la fois l'extrême plasticité du règne d'Emmanuel Macron, qui peut dire tout son contraire et le tout en l'espace d'une heure, mais en même temps l'extrême vacuité aussi de tout ce qu'il construit, parce que finalement l'oligarchie, c'est une forme de loi de la jungle améliorée dans lequel ceux qui ont de l'argent gardent l'argent, ceux qui ont le pouvoir gardent le pouvoir, et tout ça s'assure une belle reproduction sociale de manière à n'être jamais dérangé. Et ça, je trouve que c'est profondément antidémocratique, à la fois le refus de contrat avec le peuple et cette espèce de réjouissance de la reproduction sociale. Guillaume Rival, allez-y alors rapidement, et un dernier mot à Guillaume Rival, Jérôme Sainte-Marie. Céline Pina, je peux être d'accord avec vous sur certains points, mais là-dessus, je crois qu'on ne peut pas dire cela, parce que on pouvait à la limite le prétendre en 2017. Et effectivement, il y avait un procès en légitimité qui était fait, par exemple, au moment des Gilets jaunes, on le voyait bien, à Emmanuel Macron. Mais désormais, les Français ont eu 5 ans d'Emmanuel Macron. Ils ont voté pour lui en conscience. Si certains, je pense à différents groupes de pensée, par exemple au groupe des chevènementistes, eh bien, si ceux-là se sont ralliés à Emmanuel Macron, ils l'ont fait de manière tout à fait informée, tout à fait consciente. Eh bien, ceux qui ont voté Macron s'en réjouiront, ceux qui n'ont pas voté Macron... Non, mais je ne parlais pas du microcosme, des électeurs. Les électeurs ne fonctionnent pas comme ça. Non, les électeurs sont aussi intelligents que tout le monde. Nous sommes tous égaux en politique. Eh bien, ils ont eu 5 ans, tout de même, pour savoir qui était Emmanuel Macron. Ils ont voté pour Emmanuel Macron, nous avons Emmanuel Macron. Le mot de la fin en 40 secondes, Guillaume Rivalan. En 40 secondes, bien, ce nouveau gouvernement doit donner des preuves de confiance, doit bénéficier d'une majorité aux élections législatives, ce qui n'est pas une mince affaire, avec des oppositions qui tympanisent matin, midi et soir qu'il y a justement une crise de confiance et de légitimité. Et là où je rejoins Céline Pina, c'est que sur la notion de contrat de gouvernement, la campagne a été relativement très courte cette année. Bon. Et donc pour faire émerger ces idées, le gouvernement a besoin de pousser là une vraie lame de fond pour expliciter, au-delà de la sémantique ministérielle, son projet, et après, à l'aune des élections législatives, pouvoir l'appliquer. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie, politologue fondateur de Policvox. Verdict sur Twitter. Nouveau gouvernement, le grand débat. Le nouveau gouvernement vous inspire-t-il confiance? Vous êtes 98,1% à dire non.